Si je fais ça, est-ce que tout le monde voit ma fraise? Normalement, on est bon. Oui, c'est C'est bon. bon pour tout le monde. Super. Très bien. Alors, pour vous expliquer de quoi on va parler des métiers, des missions du rôle du commercial. On va parler des qualités qui sont nécessaires pour faire ce métier-là. On parlera des salaires, c'est important, notamment sur cette typologie d'activité. On parlera des opportunités d'évolution et vous aurez l'occasion d'échanger avec des personnes qui ont qui se sont reconverties et qui ont aujourd'hui même évolué dans le cadre de ce métier-là. Je vous parlerai des évolutions du marché qui est extrêmement intéressant puisque vous verrez, on a des statistiques qui donnent une bonne visibilité sur comment évolue ce marché en ce moment. Et puis on vous parlera de comment est-ce qu'on peut se former à ce métier-là et la petite surprise à la fin. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Arnaud Gagne, j'ai 44 ans, dont 22 années d'expérience professionnelle. Ça y est, 50% de ma vie a été passée à bosser. Je suis d'abord ingénieur en télécom, donc rien à voir avec la partie commerciale. J'ai bossé 10 ans dans les télécoms et en parallèle de ça, parallèle, pardon, juste après les télécoms, j'ai décidé de basculer sur la partie commerciale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé chez Xerox. Xerox, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la vente de photocopieurs, donc un truc super sexy, super sympa, ça donne grave envie d'aller bosser dans ce genre de boîte. Mais en fait, le truc qui était intéressant, c'est que ils cherchaient quelqu'un qui pouvait parler à des responsables informatiques. Donc ça, moi, avec mon passé d'ingénieur, je savais le faire. En revanche, j'aurais dit, moi, ça, je peux le faire, mais je ne sais pas vendre. Et ils m'ont dit, ben, t'inquiète pas, on va te former au métier de la vente. Et là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que le métier de commercial, c'était un métier qui s'apprenait. J'étais persuadé que commercial, c'était de la tchatch, du bagou, de l'attitude, tout ce qu'on voulait. Mais je ne pensais pas qu'il y avait derrière de la technique, etc. Et en fait, j'ai appris ce métier chez Xerox. Ensuite, j'ai travaillé chez Euroditel pour vendre de la téléphonie aux entreprises. Ensuite, je suis passé 6 ans chez Wisely pour vendre du logiciel auprès des entreprises du CAC 40. Et aujourd'hui, je suis coach et country manager chez Iconoclast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je forme, puisque Iconoclast, c'est une école au métier de la vente, mais on en reparlera. Et en fait, je forme des personnes au métier de la vente et je m'occupe de tout ce qui se passe chez Iconoclast en France. Voilà pour un aperçu rapide. L'objectif, c'est pas de parler de moi, mais plutôt de parler du métier. Donc, on va passer tout de suite à la suite. Le commercial B2B. B2B, juste pour que vous ayez un, un, une bonne compréhension, on va parler de B2B, B2B ou BTOB, qui veut dire business to business. En gros, ça veut dire c'est le commercial qui va vendre à une autre entreprise. Donc, c'est la vente entre une entreprise et une autre entreprise. Contrairement au B2C, B2C qui veut dire la vente entre particuliers. Un exemple très rapide, vous achetez une paire de chaussures chez Gosport, vous faites du B2C, c'est-à-dire que Gosport va vendre une paire de chaussures à un particulier comme vous et moi. Ça, c'est du B2C. En revanche, je suis Apple et je vends des ordinateurs à la direction informatique de la BNP. À ce moment-là, on fait du B2B, c'est du business to business, donc de la vente entre entreprises. Euh, Qu'est-ce que c'est que le commercial B2B? Je vais vous donner pas définition, mais 6 aperçus de ce que c'est qu'un commercial B2B. D'abord, ce que vos amis pensent de vous quand vous expliquez que vous êtes commercial B2B, en général, c'est plutôt celui qui fait la fête, etc. Quand vous expliquez ça à vos parents, eux, ils vous voient plutôt en train de vendre de la limonade à la kermesse. Ce que pense le marketing, et Roxane qui est ici présente rigole quand elle voit ça, mais en gros, les commerciaux, c'est ceux qui foutent pas grand-chose et qui font beaucoup de bruit dans la boîte. Euh, Ce que vos clients pensent en général, ils pensent que vous êtes plutôt le requin, mais ce que vous pensez, c'est que vous êtes plutôt du style Jeff Bezos à faire des milliers de dollars tous les jours. La réalité, je suis désolé de vous l'avouer, est un peu différente. La réalité, ce que vous êtes vraiment, c'est que vous êtes plutôt au téléphone, en train de passer un certain nombre de coups de fil, en train d'essayer de convaincre un certain nombre de clients, de prendre des rendez-vous, etc. C'est un métier qui est à la fois passionnant. Moi, je m'éclate tous les jours à faire ce métier-là, et en même temps,
extrêmement difficiles parfois vous êtes à faire la fête, parfois vous gagnez beaucoup d'argent, parfois voilà, mais la réalité c'est que vous bossez énormément. Voilà. Les métiers qui sont associés, vous allez voir, il y a pas mal d'anglicismes dans le métier de commercial aujourd'hui. Très honnêtement, c'est pour faire joli sur le papier. La réalité du métier change pas vraiment par rapport à ce que on faisait il y a de ça pas mal d'années. On va parler de SDR, Sales Development Representative. On va parler de Business Developer, de Key Account Manager ou de Customer Success. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là travaillent dans l'intégralité du cycle de vente. C'est quoi un cycle de vente? C'est à partir du moment où euh, je pense que une entreprise a un intérêt pour vendre mon produit jusqu'à ce qu'il décide de ne plus jamais acheter mon produit. Ça, c'est un cycle de vente complet. Et dans ce cycle de vente-là, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est la partie prospection. La prospection, c'est quoi? C'est quand je vais décider d'identifier des personnes et des profils d'entreprise qui seraient susceptibles d'acheter mon produit, je vais les contacter pour engendrer un premier échange. En général, on appelle ça un rendez-vous. Un premier échange lors d'un rendez-vous physique, téléphonique, à distance, peu importe. Mais ce premier rendez-vous va être le démarrage du cycle de vente, la vente en tant que telle. Donc d'abord, il y a la prospection, ensuite on a la vente. La vente va du rendez-vous jusqu'à la signature d'un contrat. À l'intérieur de ça, il va y avoir ce qu'on appelle une phase de découverte, c'est-à-dire comprendre qui est le client. Ensuite, il va y avoir une phase d'argumentation où on va proposer notre produit en fonction de ce que nous a dit le client potentiel. Ensuite, il va y avoir potentiellement du traitement d'objection, il va y avoir de la négociation, et puis à la fin, il va y avoir une signature de contrat. Et une fois qu'on a fait ça, derrière, il va y avoir ce qu'on appelle de la gestion client, c'est-à-dire à partir du moment où le client a signé, finalement, on va essayer de faire que le client reste le client le plus longtemps possible et qu'il génère un maximum de chiffre d'affaires, donc de revenus pour l'entreprise. Si je vous donne ces éléments-là, c'est que c'est important d'avoir une vision de ce que c'est qu'un cycle de vente. Et aujourd'hui, tous les noms que je vais vous donner là, ils peuvent avoir d'autres noms dans les entreprises, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée des métiers. Le SDR, donc le Sales Development Representative, lui en général, son métier, ça va être de prendre un rendez-vous, d'accord, pour donc en gros identifier les cibles, les prospecter, donc les appeler, les contacter par email, par LinkedIn, peu importe, en tout cas, trouver un moyen de rentrer en contact avec eux jusqu'à la prise de rendez-vous. Le Customer Success Manager, ici, lui, va s'occuper, à partir du moment où le client devient client, il va s'occuper à ce que il reste le plus longtemps possible, qu'il utilise au mieux le produit qu'il a acheté, etc. Le Key Account Manager ou l'Account Manager, lui, va s'occuper quand le client a signé, comment est-ce que je fais pour développer mon client et générer un maximum de chiffre d'affaires, faire ce que l'on appelle de la vente additionnelle ou de la vente croisée ou en anglais de l'upsell ou du cross-sell. Ensuite, vous avez le Sales Ops, donc Sales Operations Manager, qui lui va s'occuper plutôt de optimiser les processus commerciaux au sein de l'entité commerciale. Et puis après, vous avez 2 métiers qui sont pour moi très similaires. Commercial B2B ou Business Developer, c'est la même chose. Là, c'est un peu tous ces métiers-là en parallèle. C'est-à-dire que ça va être à la fois de la prise de rendez-vous, de la vente, de la gestion de clients. En réalité, ces métiers-là vont faire l'intégralité, c'est ce qu'on appelle des full cycles, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'intégralité du cycle de vente. Juste pour vous donner un aperçu, jeudi dernier, j'étais à une soirée networking avec plein de directeurs commerciaux. Et dans l'échange, il y en a un qui me dit, bah voilà, moi je m'occupe de telle entreprise, machin, etc. Ok. Il dit, j'ai des SDR. Et dans la discussion, je dis, ils font quoi tes SDR? Il dit, ah oui, t'as raison parce que on a tous une définition qui est différente du SDR. En fait, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du produit, ça dépend du cycle de vente, mais globalement, ça vous donne une idée des différents métiers qui peuvent exister en tant que commercial B2B. J'espère que ça a été très clair pour vous parce que maintenant, on va Arnaud, passer. attends, juste avant de jouer, Dis-moi. j'ai 2 petites questions. Il y a Sophia qui nous demande l'étape la plus difficile dans le cycle de vente pour un commercial, d'après toi. Elle va être différente suivant les commerciaux.
Il y en a qui vont détester la partie chasse ou prospection. En tout cas, qui vont trouver ça plus difficile. Il y en a qui vont adorer cette partie-là. Il y en a qui vont trouver que la négociation et la signature d'un contrat est plus difficile qu'une autre. Si je prends par exemple mon cas à moi, qui ai fait l'intégralité de ces métiers-là, je trouve que la partie Customer Success, de mon point de vue, est plus difficile. C'est-à-dire, c'est un côté où on doit accompagner le client, faire qu'il utilise le mieux possible le produit. J'ai moins d'appétence sur cette partie-là parce que il y a moins de notions de génération de chiffre d'affaires, etc. Alors que c'est extrêmement important dans le cadre de la vie du client. Ça, c'est mon aperçu à moi et c'est ma vision à moi. J'adore la partie chasse, j'adore la partie découverte et négociation. Et puis, il y en a qui vont trouver que ouais, la partie négo, par exemple, il y en a qui vont détester ça et qui vont dire non, moi j'adore prendre des rendez-vous. Je trouve que c'est plus, voilà, il y a pas de plus simple ou plus difficile. Ça dépend un peu des marchés, des appétences que l'on peut avoir individuellement et parfois des révélations qu'on peut avoir. Je vous donne juste un exemple pour aller là-dedans. Quand j'ai démarré, moi j'ai toujours fait du full cycle, c'est-à-dire j'ai fait l'intégralité du cycle de vente. Et au début, quand j'ai démarré, on m'a demandé de prospecter. On m'a dit voilà Arnaud, tu as deux manières de prospecter. Tu prospectes en physique, donc je faisais du porte-à-porte. J'allais dans les entreprises, dans les immeubles et je faisais bonjour Arnaud Gagne, société Xerox. Et la deuxième manière, c'était de prendre du rendez-vous par téléphone. Autant vous dire que je n'avais ni fait l'un ni fait l'autre. Je ne savais pas où est-ce que j'étais bon et en l'occurrence, j'étais très mauvais. En tout cas, j'étais pas bon sur la partie physique. Et j'ai compensé ça par la partie téléphone, prise de rendez-vous par téléphone. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je m'éclate quand je dois faire ce genre d'action, je m'éclate. Alors qu'au début, c'était un calvaire et un enfer pour moi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de plus difficile, c'est juste des choses qui peuvent s'apprendre et sur lesquelles on peut avoir plus ou moins d'appétence. Il y a combien d'étapes en tout sur le cycle de vente? Si je dois décrire ça d'un point de vue étape, je vais dire deux étapes sur la partie prospection, identification des cibles, ça c'est extrêmement important, et ensuite prise de rendez-vous, prospection avec plein de détails à l'intérieur. Ensuite, dans la vente en tant que telle, il y a la partie découverte, c'est une part à part entière, c'est extrêmement important de bien comprendre cette notion-là. Ensuite, il y a la partie argumentation, potentiellement traitement des objections négo, même si petite dédicace à Julien qui travaille avec nous chez Iconoclast. Julien dit tout le temps que un bon vendeur ne négocie jamais. Donc en général, on n'a pas de négociation associée si on a bien fait l'acte de vente. Et puis ensuite, il y a la gestion du compte où là, il peut y avoir aussi un certain nombre d'étapes. Si je dois les calculer, allez, je dirais qu'il y a entre 5 et 6 étapes minimum entre le début et la vie du client une fois qu'il est client. Ok, trop cool. OK. Euh, je vous Allez, ai dit que ça allait être interactif. On va jouer un premier jeu. Je vais avoir besoin que vous posiez que vous envoyiez vos réponses sur le chat. Je les vois en parallèle. La première chose, je voudrais savoir donc qui fait quoi. Et donc, je vous ai mis un certain nombre de définitions. Qui gère les clients les plus importants dans le cycle de vente? Est-ce que vous avez retenu? Ouais, le CAM, merci Tidjani. ça va. ADEM, en l'occurrence. Bravo. Ouais, le Key Account Manager, parfait. Bien écouté, hein, Voilà, il y en a qui ont plutôt bien écouté. Effectivement, le Key Account Manager ou CAM s'occupe des clients les plus importants. Qui s'occupe d'optimiser les process commerciaux? Le Sales Ops, Ah, parfait. Et je vois que ça écoute écoute. active. Belle écoute active, exactement, Clément. Merci. Qui prospecte, vend et suit ses clients? Le BizDev, ouais, ou le commercial B2B, en fonction de la définition qu'on peut avoir. Ça marche. Qui prospecte les nouveaux clients? Yes. Ok, le SDR. Et qui s'occupe des clients, de l'accueil du client, de l'intégration, c'est le CSM ou Customer Success Manager, qu'on appelait à l'époque en français le chargé de relations clients. Ok, parfait. On va essayer d'aller relativement vite. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez me donner, d'après vous, quelles sont les qualités pour faire un bon commercial dans son ensemble, hein, les qualités qui vous viennent à l'esprit? L'écoute, ok, merci Amine. La C'était curiosité pour Seb.
pas mal. La Communication. communication chez Sofiane, l'organisation et l'exécution chez Christopher. Ok, l'écoute, l'empathie, la curiosité, Alain, l'empathie, l'analyse, l'honnêteté. Ouais, très bien. On aurait pu le rajouter, l'honnêteté, Ouais, mais ok. La préparation, l'écoute, l'analyse, l'adaptation, la patience. On va plus patience. mettre aussi la Ok, patience. ok. Ouais, mais la patience, ça va aller. Ok, je vais aller rapidement, juste pour vous expliquer. Il y a plein d'autres qualités, mais il y a 5 grandes qualités. L'écoute, qu'on va même aller plus loin, l'écoute active, mais je ne vais pas faire une dissertation sur ce que veut dire l'écoute active, mais effectivement, l'écoute est extrêmement important. La résilience, la capacité à repartir de zéro, c'est un métier où potentiellement vous avez des hauts et des bas, énormément de bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un commercial, on lui dit plus souvent non que oui. Et donc, on a besoin de pouvoir repartir de zéro régulièrement. Ça, c'est la résilience. L'organisation dont vous allez faire preuve au quotidien va être un point extrêmement important. Et je vais aller très rapidement là-dessus, mais c'est un des axes sur lequel j'ai dû énormément travailler, et Roxane va dire que tu dois encore travailler, mais c'est un point sur lequel qui est extrêmement important pour améliorer ses performances commerciales. La pugnacité, le fait de rien lâcher, de continuer, etc., c'est extrêmement important. Et le côté business oriented, c'est-à-dire orienté sur les résultats, le côté penser business quand on travaille, voilà tous les éléments. Je fais un petit parallèle et j'en profite pour te saluer, Philippe. Je vois que tu es là avec nous et donc j'en profite. C'est des qualités qu'on retrouve énormément, notamment chez les sportifs. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là, alors le business oriented, c'est plutôt orienté résultat chez le sportif, d'accord, mais en réalité, c'est exactement des éléments qui vont être extrêmement importants. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est des éléments qui font un parallèle assez fort. Et j'ai vu que Clément était parmi nous. Clément pourra vous en parler, mais il a aussi été sportif, ou il est encore sportif de haut niveau, donc il vous en parlera un peu plus tard. Voilà quelques exemples de qualité. Le truc qui est important, c'est que ces soft skills s'apprennent et se développent en parallèle des hard skills, donc des techniques. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et ce que je vous expliquais en démarrage de cette présentation, c'est que quand j'ai démarré, je ne savais absolument pas si j'étais capable de faire tout ça. Et pourtant, j'ai pu apprendre ces éléments-là parce que justement, le gros intérêt, c'est que ces sujets peuvent s'apprendre. Je vais vous proposer de faire un moment d'interaction très rapide. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui voudrait se lancer dans un petit exercice? Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en situation de vente et comme ça, on va voir un peu dans quelle mesure ces compétences et ces techniques peuvent s'apprendre. Qui serait potentiellement intéressé à Badi? Ça va être trop simple, Badi. Oh. Je peux pas donner la main à Badi tout simplement parce que Badi vient de faire la formation Iconoclast. Donc Badi, c'est pas que je veux pas mais voilà. Est-ce qu'il y en a un ou une qui n'y connaît rien au métier de commercial et qui voudrait se lancer dans dans ce petit exercice? Allez, Awan, super. Alors, Awan, je vais te laisser. Hop. Est-ce que tu peux activer ton son, s'il te plaît? Oui, c'est bon là, on m'entend? Ouais, super, Oui. parfait. Ce que Moi, je te je suis propose, novice, hein, je suis l'ancienne juriste, donc je ne m'y connais absolument pas du tout, hein. eh ben, parfait, Awan. Je suis ravi. Mon prénom, c'est Merci, merci. Fatima. Ah, Fatima, excuse-moi. Eh ben, C'est écoute, pas grave. comme il y a écrit Awan, voilà. Ouais. Écoute Fatima, merci de te lancer dans cette petite interaction. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as un téléphone à portée de main? Oui, Super. Est-ce que tu peux en 3 minutes essayer de me vendre ton téléphone, s'il te plaît? d'accord, ok. Alors, bonjour Fatima, je travaille pour l'entreprise Iconoclast. Et Bonjour. voilà. Et donc, nous vendons des téléphones qui sont plus que des téléphones, puisque vous pouvez travailler avec vos téléphones, prendre des rendez-vous, faire des FaceTime, adresser des mails. Donc, vous pouvez continuer à travailler. Ça ne fait pas que juste
répondre au téléphone et téléphoner, comme font pratiquement tous les téléphones classiques. Vous pouvez faire du montage vidéo, voilà, c'est plus qu'un téléphone. Donc, et tout ça, actuellement, nous le vendons uniquement à 700 euros. Donc, vous avez 50% de réduction, mais uniquement aujourd'hui avant minuit. Voilà, avec une livraison Parfait, gratuite. parfait. Je m'en sens Pour ceux timide et qui... tout, donc c'était super dur, mais je voulais quand même le faire, quoi. Super, merci beaucoup. Bravo, bravo. Pour ceux, bravo, pour ceux qui ont fait la formation, vous avez vu une technique de descente rapide absolument magnifique pour me faire signer un contrat le plus rapidement possible. Bravo Fatima. Merci. Dans un premier temps, je voudrais juste avoir une explication sur euh, est-ce que tu peux me dire, Fatima, à qui tu vends ce téléphone? Alors, je vends ces téléphones principalement. Ma cible, ce sont des personnes hyperactives et qui travaillent beaucoup. D'accord. Maintenant, je vais te poser la question, qui je suis moi et en quoi je suis hyperactive? Hyperactif, pardon. Ben, vous avez une entreprise, donc ma cible, c'est que j'aurais fait de la prospection avant tout sur Instagram, TikTok et Très sur bien. LinkedIn, voilà, avant Parfait. de contacter, voilà. Et j'aurais procédé aussi à une analyse concurrentielle de chose que je n'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, de mes autres concurrents qui vendent aussi des téléphones pour savoir comment ils procèdent dans leur vente de leur téléphone. J'aurais fait ça en amont, moi, pour quelqu'un de D'accord. réaliste, hein, voilà. Ok. Et donc, j'aurais sélectionné que des personnes qui sont entrepreneurs, voilà, peu importe l'âge, parce qu'on peut être entrepreneur à 20 ans comme à 50 ans, à 60 ans, et des personnes hyperactives qui travaillent beaucoup. Voilà, j'aurais fait ça comme Ok. cible, en fait. Ça marche. Ce que je te propose, Fatima, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose dans l'autre sens. OK? Maintenant, c'est moi qui, en 2-3 minutes, vais essayer de te vendre mon téléphone qui est ici présent. D'accord? Et on va OK. voir quelle différence il peut y avoir. Bonjour Fatima, Arnaud, société Iconoclast. Premièrement, avant de démarrer, ce que je vous propose, c'est qu'on cadre cet échange. Ça va durer quelques minutes. L'idée, c'est de bien comprendre qui vous êtes pour voir dans quelle mesure on va pouvoir travailler ensemble et dans quelle mesure je vais pouvoir vous proposer une solution de téléphonie qui soit la plus adaptée par rapport à qui vous êtes. Ce que je vous propose, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cet échange et ce timing? Oui, bien sûr, avec plaisir. Parfait, super. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui comment vous travaillez avec votre téléphone portable? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec votre téléphone? Ben, mon téléphone, je fais des montages vidéo sur CapCut. D'accord, Je, super. je réponds à mes mails, mais c'est la vérité en fait, hein, je mens pas. Oui, très Je bien, réponds, très je bien. réponds, je réponds à mes mails, je téléphone. Je n'aime pas trop le téléphone, donc je préfère les SMS voilà, très courts parce que je Ok, travaille beaucoup et que je n'ai pas trop le temps. parfait. Vous m'avez dit que vous faites du montage vidéo sur votre téléphone? Oui, c'est ça avec CapCut. Il Voilà, vous une sert à application. quoi? Il vous sert Ce à quoi? montage vidéo, il me sert à quoi? À vendre, je vends en précommande un produit que j'ai créé pour l'instant, donc je le fais en précommande pour savoir si ça va intéresser des clients ou pas. D'accord. Et en quoi le montage vidéo vous sert à vendre? Mais parce que je fais moi-même mes montages vidéo pour les mettre sur TikTok et donner envie aux personnes ben, du coup d'acheter quoi. Parce que D'accord. Donc, en les fait, la UGC, ça fait plus vidéo, se vendre. Les UGC, en fait, ça fait beaucoup plus vendre quand on a des témoignages que si d'accord. on n'en a pas. Combien de temps vous passez à peu près pour faire vos montages vidéo? Oh, je sais pas. Je fais en fait certains jours, je vais faire que des montages vidéo, donc je vais passer 7 heures dans ma journée à faire que des montages vidéo, et puis après je les mets, je les programme pour les mettre sur TikTok ou sur Instagram avec Canva. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, gagner du temps sur ces montages vidéo serait intéressant pour vous? Tout à fait. D'accord. Si demain je vous propose une solution avec un téléphone qui vous permet de faire des montages vidéo extrêmement rapidement et de gagner potentiellement 7 à 10 heures dans votre semaine de montage vidéo, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous seriez potentiellement intéressé? Oui,
Oui, oui, bien sûr. Parfait. En fait, je vous explique, Fatima, j'ai un nouveau téléphone qui s'appelle un iPhone qui est spécifique pour le montage vidéo. En fait, à l'intérieur de ce téléphone, vous avez une solution qui permet de faire du montage vidéo automatique grâce à de l'intelligence artificielle, d'accord? Et en fait, ce téléphone-là, il est spécialement dédié pour vous. Ça vous permet, entre autres, de pouvoir faire du montage vidéo avec des systèmes automatisés et vous allez gagner entre 5 heures et 10 heures par semaine. D'accord? Oui, Est-ce que ce type de téléphone serait intéressant pour vous? bien sûr, ça serait très intéressant. Parfait. Alors en fait, ce que je vous explique, c'est que ce téléphone-là aujourd'hui vaut 500, 700 euros, peu importe. Enfin, bon, voilà. Et là, on est dans l'acte de vente. D'accord? Est-ce que tu vois, Fatima, la différence Ouais, entre ce que tu as fait toi et ce que j'ai fait moi? exactement. C'est que d'abord, toi, tu t'es intéressé à... Tu as commencé à poser des questions et tu t'es intéressé plus à ton client d'abord, quelles sont ses habitudes, quels sont ses Exactement. besoins véritables pour lui dire, eh ben, c'est ça tes besoins, donc je vais moi te combler ton besoin en fait. Exactement. J'ai la J'ai solution inventé à un ton téléphone. problème, j'ai la solution à ton problème. Exactement. Mm. Exactement. J'ai optimisé la proposition de valeur, donc le téléphone Exactement. avec de l'IA, etc. Peu importe, mais en tout cas, c'est juste pour montrer un exemple en disant d'abord, je Ouais, m'intéresse, c'est la phase de découverte, et ensuite, je propose le produit le plus adapté. Voilà un d'accord. petit exercice pour Ouais. vous montrer la manière dont Ouais, on c'est fait bien, c'est intéressant. un Merci. exercice de vente. Merci Merci. Fatima, merci de t'être prêté au jeu parce que c'est pas évident. Bravo bravo à toi. Surtout moi parce que je suis une ancienne timide, donc oui, c'est pas évident. Bravo, Eh ben Fatima. bravo, bravo. Merci, on peut applaudir Fatima. Deuxième chose, on est parti sur la partie salariale. Je vous ai dit que c'était un point important. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que un profil junior va être aux alentours de 32 000 euros annuels. Dans les 32 000 euros, on va parler de fixe plus variable. C'est un des rares métiers où vous êtes payé à la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez toucher un fixe pour faire votre job et vous allez toucher un variable qui va dépendre de votre performance. En général, plus vous vendez, plus vous allez être capable de gagner une part variable importante. 32 000 euros, c'est vraiment un profil junior. Je vous donne juste un, une estimation. Quand moi j'ai démarré, alors que j'avais un bagage d'ingénieur, j'étais aux alentours de 36 000 euros. D'accord. 42 000 euros, c'est une statistique qui est sur les profils juniors à la sortie d'Iconoclass, sur à peu près 400 profils qui sont sortis d'Iconoclass sur la partie bootcamp. On est aux alentours de 42 000 euros. Et un profil un peu plus senior, sur lequel il y a un certain nombre d'années d'expérience, on va être aux alentours de 70 000, 75 000 euros package global. Sur la partie commerciale, après il y a des postes de manager, etc. Mais voilà, ça vous donne un premier aperçu du salaire du commercial B2B. On parle en brut et annuel dans ces chiffres-là. Roxane, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires par rapport à ça. N'hésite pas à m'arrêter si jamais il y a la moindre question que je réponde le plus possible. Je répondais, on dit 32 000 euros, est-ce que c'est juste le fixe? Non, c'était le fixe plus le Non, variable. fixe plus variable, ouais. Minimum. C'est le minimum en profil junior. Ouais, exactement. Les opportunités d'évolution, on a forcément des évolutions qui sont, enfin forcément, en tout cas, il y a des évolutions possibles sur des postes de manager ou de directeur d'équipe, des opportunités d'évolution qui peuvent être notamment très rapides. Clément, je te passerai la main, mais Clément est passé team leader après 8 mois chez Partout. Donc voilà, on a la possibilité d'évoluer relativement rapidement à partir du moment où bah, forcément on atteint ses objectifs, on surperforme, etc. Et puis, il y a la possibilité de basculer de métier en métier. Vous avez vu, on scindait les différents métiers. Il y en a qui s'occupent de la prise de rendez-vous, il y en a qui s'occupent de la vente, il y en a qui s'occupent de la gestion de comptes clés, etc. Une personne SDR, donc qui s'occupe de prendre des rendez-vous, peut passer business developer. Un business developer peut passer customer success, account executive. En tout cas, il y a des évolutions au sein même de l'ensemble des métiers commerciaux. Et puis après, il y a des métiers un peu annexes comme sales ops, etc. Où là, on va aller chercher des compétences plutôt sur la partie optimisation des processus, etc. Qui sont tout à fait possibles. Donc voilà, ça permet un vaste choix et opportunité d'évolution sur ce métier-là. Arnaud?
Au bout de Oui, combien de temps on passe de junior à senior? ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction des métiers, il y en a qui vont passer 5 ans, 8 ans, 10 ans sur un métier similaire de vente en tant que tel, mais qui vont changer de typologie de clients, qui vont changer de typologie de cycle de vente. On a des cycles courts, des cycles longs, etc. C'est-à-dire des temps sur lesquels pour vendre qui vont être plus ou moins importants. Euh, c'est rare d'évoluer sous les 18 mois. Je prends le cas de Clément qui a évolué en 8 mois, c'est extrêmement rapide. C'est lié à de la surperformance. Sur des postes, en général, on va plutôt être 18 mois sur un poste. Ensuite, on va être stabilisé sur ce poste-là. Et ensuite, derrière, on va passer senior à partir du moment où on a fait au moins 5 ans de ce job-là. Euh, Sur le marché de la vente B2B, c'est un marché qui recrute énormément. Chaque année, il y a environ entre 100 000 et 200 000 commerciaux qu'il manque en France. C'est pas moi qui le dis. En l'occurrence, ce sont des études chez Michael Page. C'est le métier le plus recherché aujourd'hui sur le marché. 46% des entreprises recrutent en permanence des sales. D'accord? C'est extrêmement important. Même dans des périodes de crise, c'est un des rares métiers où vous avez toujours du recrutement. Pourquoi? Parce que euh, en période de crise, il faut qu'on génère du chiffre d'affaires et le seul poste qui va générer du chiffre d'affaires, c'est le poste de commercial. Donc en général, c'est un poste sur lequel il y a énormément de recrutement et sur lequel on demande énormément de profils pour faire les objectifs et aller chercher les parts de marché nécessaires. Juste, je vous montre une évolution. J'avais pris cette capture d'écran il y a 3 ans quand je suis arrivé chez Iconoclast. Il y avait, pour le poste de business developer, il y avait 1637 offres en France. Ça, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, j'ai refait la même chose. On est à 4044 offres business developer. Donc, on a fait plus de 247% de postes ouverts en 3 ans. C'est un marché qui n'arrête pas de croître et sur lequel il y a énormément de demandes. Donc, vraiment, c'est un marché très porteur. Ça ne veut pas dire que tous les jobs vous correspondent, mais en tout cas, il y a énormément d'offres d'emploi qui sont accessibles avec ce job-là. Je vais cette fois-ci partager le micro. Clément et Julie, que j'ai vus sur les participants, sont des anciens iconers, donc des anciens élèves d'Iconoclast. En l'occurrence, Julie était sur la promotion 7, donc Julie, si je dis pas de bêtises, est sortie au mois de décembre de cette année, et Clément est sorti au mois de juin 2021, 22, pardon. Ah, je suis perdu. Clément, c'est bien 2022, juin 2022, hein, c'est ça. Ils vont vous donner et partager leur expérience. Clément, je crois que tu as un impératif. Est-ce que tu veux prendre la parole en premier? Ouais, Pas très je l'ai sympa. décalé. Je l'ai dé- C'est pas très sympa pour Julie, c'est mais pour ça. Je l'ai décalé, donc je vais quand même laisser la main à Julie, du coup, pour que. ah, c'est gentil. Sympa. Merci. Salut, salut Merci Julie. beaucoup. Hello à tous. Du coup, vous voulez que je me présente un petit peu mon expérience au sein de Icono et ensuite mon évolution au sein de Yuzu? Vas-y. Ok. Du coup, comme c'est noté sur la présentation, avant, j'étais chef de rang en restauration. Donc, on le sait tous, c'est un métier qui est assez prenant. On fait beaucoup d'heures. Ça paye pas très bien non plus. Mais en même temps, c'est challengeant. C'est un métier qui reste assez sympa. Mais j'ai eu envie, en fait, de faire une reconversion. Et le métier de business developer m'a paru très très cool. J'ai eu envie d'en apprendre plus parce que voilà, c'est un métier qui est challengeant et qui aussi est en constante évolution. On le voit avec l'avènement de l'IA, par exemple. On utilise plein d'outils digitaux au quotidien et ce côté-là me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, ben, go, je vais faire Iconoclast. C'est à la fois une école qui me promettait de la pratique et en même temps de la théorie. Et donc, moi, ce que je voyais, c'était que j'allais être opérationnelle en fait au bout de 3 mois pour trouver un CDI et rentrer en activité. Et la promesse a été tenue parce qu'au mois de janvier, j'ai obtenu mon CDI.
J'ai commencé chez Yuzu Corp et je suis dans une entreprise du coup de conseil et d'audit en performance commerciale. Et en fait, mon cycle de vente est plutôt long. Donc, j'ai acquis de très bonnes bases à Icono et je ne fais que les renforcer en fait au sein de Yuzu Corp. Et j'ai une belle évolution qui m'attend, étant donné que j'ai eu un carrière pass. Voilà, Super. Merci Julie. avec plaisir. Euh, Merci pour ton partage. Ce que je propose, c'est que Clément, tu te présentes aussi et après que vous preniez les différentes questions des uns et des autres s'il y en a. Yes, carrément. Du coup, moi, c'est Clément. En fait, il faut savoir qu'à la base, moi, j'étais en école d'ostéopathie. Donc, vraiment rien à voir avec la vente. J'avais aucune notion. Vraiment, je partais de rien. Et en troisième année d'ostéopathie, je me suis dit, franchement, c'est plus ça que je veux faire. Et j'avais mon meilleur ami qui travaillait chez Doctolib, qui était sales là-bas. Il m'a dit, mais j'ai entendu parler d'un truc trop stylé. Ça s'appelle l'Iconoclass et tout. Il y a un mec de notre équipe qui le fait et qui a de bons résultats. J'ai dit, ah ouais, c'est vraiment bien. J'ai rencontré Arnaud et toute l'équipe et j'ai passé du coup des entretiens pour entrer dans la formation. Et du coup, comme Arnaud l'a dit précédemment, moi, je suis sorti en juin. Donc, j'ai passé toute la formation. C'était hyper cool. J'avais une sales coach qui était au top, qui est maintenant, qui a évolué au sein d'Iconoclass aussi, qui est Head of Sales chez Icono, donc c'est trop cool. Et du coup, j'ai rejoint Partout, qui est une entreprise en fait qui travaille sur la visibilité des entreprises avec Google. Et il faut savoir que moi, je suis BizDev, donc j'ai tout le cycle en fait de vente. Donc ça veut dire que je vais prendre mes propres rendez-vous, je vais faire mes rendez-vous, et ensuite ça passe dans une autre équipe qui sont les care et qui vont s'occuper des dossiers après. Mais une évolution aussi assez rapide parce que du coup, en 8 mois chez Partout, je suis passé maintenant team leader depuis ce mois-ci, qui s'explique en fait tout simplement par de la performance. Sur les 8 mois passés chez Partout, plus spécifiquement Partout Food, j'ai été pendant 6 mois en fait top performer. Alors qu'avant ça, je connaissais rien du tout à la vente. Et puis tout à l'heure, Arnaud a fait aussi le parallèle avec le sport de haut niveau. Il faut savoir qu'à côté, moi, je fais aussi du volley à haut niveau. Et c'est vrai qu'en fait, je retrouve dans la vente un petit peu cet esprit-là où il faut aller chercher plus, il va y avoir des échecs, je ne vais pas signer tous les clients avec qui j'ai été en contact, mais il faut savoir justement gérer ces périodes creuses-là et pouvoir repartir et travailler, travailler, travailler. Et c'est ce qui est récompensé, en fait, c'est vraiment de la méritocratie. Et Iconoclast permet justement d'avoir les bonnes bases pour après pouvoir évoluer sur des postes comme ça. Voilà pour mon parcours. Super. Merci Clément. On s'est pas eu depuis ton évolution, mais donc félicitations parce que franchement ça fait partie des belles success stories que de voir voilà ton évolution et vous êtes plusieurs et nombreux à évoluer en ce sens-là et comme l'a dit Julie, je pense que c'est des choses qui vont arriver aussi à d'autres, hein Julie? Merci. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Franchement, ils prennent de leur temps et n'hésitez pas. Et on est Euh, super cool aussi, hein. N'hésitez pas. alors surtout Julie. Non. Et très humble. J'ai une petite question par rapport à… Déjà, merci pour le partage d'expérience. J'ai une petite question par rapport disons, globalement, aux premières difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez commencé vos postes de sales, du coup. Clément, tu veux prendre la main? Ouais, pourquoi pas. Les premières difficultés au début, c'est déjà d'être dans un cadre d'entreprise. Parce que typiquement, moi, je sortais du cadre études. Donc déjà, d'être dans un cadre d'entreprise avec des codes que tu ne connais pas forcément, etc., ça peut être déjà un premier barrage. Et après, pour parler vraiment du métier de sales, en fait, chez Iconoclast, on fait énormément de pratiques. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'à la fin, on ne travaille pas forcément pour une entreprise quand on est chez Iconoclast. Là, il va falloir s'adapter justement à l'entreprise et se mettre vraiment dans l'esprit corp, en fait, où il va falloir donner de sa personne, travailler pour soi, avoir des objectifs. Donc, tu vas être aussi attendu sur certaines choses. Et dès qu'en fait, ton mindset se met directement sur le côté entreprise, c'est beaucoup plus simple. Mais sur les difficultés, franchement, au début, il n'y en avait pas tant que ça. Une fois que tu as bien compris comment est ton entreprise, la valeur, ce que tu vas apporter, il y a juste à répliquer ce que tu as vu chez Icono et après, c'est hyper simple d'utilisation. Et de mon côté, je suis assez alignée avec Clément. Et je rajouterais aussi que l'organisation, c'est vraiment un point sur lequel il faut porter
attention dès tes premiers instants en fait dans ton entreprise, parce que si tu prends un petit peu de retard sur ton organisation, que tes fichiers clients sont pas très bien organisés, que tu suis pas forcément ton onboarding, tu peux vite être dépassé et faut essayer de limiter ça au maximum pour justement voilà, avoir un beau chemin dans ton entreprise et pouvoir t'impliquer à 100%. Ok, ça marche, merci. Bah, c'est cool parce que justement, je voulais du coup connaître en quelque sorte les points que vous avez travaillé le plus. Donc, premièrement, l'organisation, s'il y en a d'autres. Je me permets de poser une deuxième question. Mais voilà, si on devait en citer trois, du coup, sur lesquels vous avez le plus travaillé au début. Ok. Par l'organisation. La remise en question. Parce qu'au début, tu arrives avec un bagage, du coup, que tu as hérité d'Iconoclast, et ensuite, tu arrives dans une entreprise dans laquelle tu réutilises en fait tes bases et que tu adaptes à ton contexte du coup commercial. Et donc, tu vas tenter des pitchs, tu vas tenter des approches, et il faut savoir se dire à un moment donné, OK, là, concrètement, ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour décrocher plus de rendez-vous et générer beaucoup plus de conversations avec mes clients. Et ça demande quand même pas mal d'introspection. Et également, ça va te demander de t'ouvrir à tes collègues, d'aller vers eux, de leur demander, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Parce que justement, eux ont une expérience que tu n'auras pas forcément. Il faut voilà, aller se nourrir de ça, en fait, et pas hésiter à dire, bon, là, je suis en galère, s'il vous plaît, donnez-moi des tips, j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Et pour le troisième, je laisse Clément intervenir. Ouais, Merci carrément. beaucoup. Super. Carrément. Ouais, Julie a hyper bien synthétisé le truc. Il faut aussi avoir ce côté d'adaptabilité, en fait. C'est ce qu'on essaye vraiment de dire. C'est que Icono va donner des bases, ça c'est sûr. Mais si derrière, après, tu restes que basé sur le modèle Icono, c'est très difficile après de pouvoir s'en sortir. Donc c'est pour ça que moi, une des valeurs qui est hyper importante, ça va être la curiosité. Déjà, je pense que ça fait partie des 41 participants qui sont là, déjà juste d'avoir fait ce pas-là et de voir ce qui se passe, c'est un petit peu ça. Mais en fait, il faut continuer à avoir cette valeur-là et la répliquer même dans l'entreprise que vous allez intégrer tout simplement parce qu'en fait, la valeur d'entreprise qu'il y aura, les process en interne, la façon de vendre, tout est propre à chacun et du coup, il faut savoir s'inspirer. Icono donne des bonnes bases, mais il faut toujours être en quête d'apprentissage si on veut chercher à faire du top performer, des choses comme ça. Merci Clément et merci Julie. Je rajouterais juste sur la partie apprentissage. Je pense que c'est quelque chose de valable aujourd'hui sur mon métier. J'apprends encore énormément et je suis obligé d'apprendre énormément. Je pense que ça fait partie des choses extrêmement importantes pour continuer à se nourrir et à apprendre pour évoluer et pas rester sur ses bases. Et quand je vois certains profils que je connais ici, je sais que un certain nombre ont aussi évolué et ont aussi appris énormément au fur et à mesure de leur expérience professionnelle. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Est-ce qu'il y avait une dernière question? Est-ce que ça a été facile de vendre les premiers jours quand vous avez été diplômé? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut répondre rapidement à cette question-là? Ouais, je vais synthétiser le truc. Facile, non, parce qu'il faut savoir que dans la vente, c'est jamais facile. Donc, le mot facilité, il faut s'enlever de la tête. C'est pas parce qu'on a des bonnes bases, c'est pas parce qu'on a des appétences que forcément ce sera facile. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours aller chercher. Garder en tête que la méthode, c'est des choses qui sont factuelles, des choses qui sont réplicables. Et quand on se base sur la méthode, forcément, ça vend derrière. Et c'est comme ça que moi, j'ai vendu tout simplement. Donc, facile, non. Mais si on est méthodique et bien organisé, ouais, c'est plus facile. Cool, merci. On va essayer d'avancer pour tenir le timing qu'on s'est donné. Merci à tous les deux pour votre témoignage, toujours très cool et toujours un plaisir de vous voir et d'échanger avec vous. Ok, on a parlé d'Iconoclast, donc je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est que Iconoclast. Iconoclast, c'est une formation qui permet de devenir commercial en 3 mois. Ça a été créé en 2019 par Marie Taquet. Moi, je suis arrivé en 2019. J'ai été le premier sales coach pour la première formation et j'en ai fait un certain nombre derrière. Sur le principe, Marie a fondé Iconoclast en se disant aujourd'hui, les écoles de commerce ne forment pas
des commerciaux. En l'occurrence, moi, j'ai recruté un certain nombre de commerciaux issus d'écoles de commerce. Et en fait, il fallait les former parce que c'est pas du tout des sujets qui sont vus en école de commerce. En tout cas, s'ils sont vus, ils ne sont pas du tout mis en application ou pratiqués. Et donc, au final, il n'y a pas forcément de compétences associées. Aujourd'hui, nous, on a formé plus de 700 personnes, dont 400 personnes en présentiel, de 18 à 58 ans, donc vraiment de tout âge. 80% sont aujourd'hui ou en réorientation ou en reconversion professionnelle, de tous les horizons. Vraiment, vous avez vu Julie, chef de rang, il y a des œnologues, des géologues, des juristes, des écrivains, des sportifs de haut niveau. Enfin, vraiment, il y a tout type de profils qui ont pu faire Iconoclast. On a 2 campus à Paris et à Londres, qui sont des pâtissiers, des chauffeurs de taxi, des profs, enfin, vraiment tout type de profil. 2 campus à Paris et à Londres, et c'est possible de le faire soit en présentiel, en l'occurrence à Paris, soit en distanciel, c'est-à-dire vous suivez exactement la même formation que ceux en présentiel, mais vous êtes derrière un écran chez vous, sans aucun problème. Aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 30% de la promotion. Une promotion étant une promotion de 3 mois, c'est à peu près 30% de la promotion qui suit l'intégralité de la formation à distance. Je vous ai dit, c'est 3 mois de formation. Le gros point, c'est qu'on a mis un accent extrêmement fort sur la mise en pratique. 80% du temps, c'est de la pratique avec des entreprises partenaires qui vous donnent à la fois leurs expériences, partage d'expériences, et en même temps qui vous font mettre en pratique de manière réelle ou fictive l'intégralité des techniques que vous allez pouvoir voir pendant les 3 mois. On a un taux de 98% d'embauche entre 3 et 6 mois à la sortie de la formation, sachant qu'on a un certain nombre qui sont embauchés à l'issue de la formation. Et notre garantie, entre guillemets, c'est que si vous n'êtes pas embauché, à ce moment-là, on vous rembourse. D'accord, c'est un vrai point sur lequel on travaille. Nous, on vous garantit la capacité à trouver un job et à être performant dans ce job-là. Si vous faites, bien entendu, tout ce qui est fait pour vous, c'est pas nous qui trouvons le job, c'est vous qui trouvez le job, mais on vous explique comment le faire et on vous donne les clés pour le faire. Je vois tout de suite un message de Sophia sur les 2% restants. En réalité, les 2% restants, il y a plusieurs choses. Il y en a certains qui vont plutôt aller monter une structure, etc. Il y en a qui vont prendre un peu de temps pour eux, avant de se lancer dans le marché du travail de manière définitive. Il y en a qui vont prendre un peu plus de temps, ne serait-ce que dans la recherche, etc. Donc voilà, c'est les 2%, les 2% qui restent. La formation, elle est sur 3 piliers. La vente, donc vous avez un coach dédié avec des sessions de training, des sessions de théorie pour maîtriser l'intégralité du cycle de vente, prospection, vente, closing, etc. Il y a une partie RH, c'est là où on va vous coacher avec un programme très spécifique pour vous aider à trouver le job qui correspond à ce que vous voulez auprès des entreprises qui vous intéressent, etc. Et on a un sujet de développement personnel, puisqu'on est persuadé qu'il faut aussi développer vos soft skills, donc la communication, la gestion du stress, votre confiance en soi, etc. Et on a un pilier qui est aussi sur ce sujet-là. Quelques entreprises partenaires, il y a pas mal d'entreprises qui sont de l'écosystème startup. Il y en a certaines que vous ne connaissez absolument pas, et puis il y en a d'autres, si je vous parle de Deliveroo, si je vous parle de Figaro, qui forcément vous parle un peu plus, Free, etc. Donc voilà, il y a un écosystème startup, mais pas que. Il y a des entreprises plus traditionnelles qui sont aussi parmi nos partenaires. On a des partenaires RH qui sont plutôt là dans le cadre de l'accompagnement qui vont faire auprès de vous sur les différents sujets pour vous aider à trouver un job, etc. Donc voilà, on a tout un panel. Toutes les entreprises que vous voyez là sont pas les seules et uniques. C'est juste un échantillon des partenaires avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on a donc un certain nombre d'inscriptions
qui sont ouvertes pour la formation. Ce qu'il faut voir au sein d'Iconoclast, c'est que c'est vraiment un moyen de vous reconvertir et qui vous garantit finalement une reconversion réussie. Donc voilà. Est-ce que déjà, par rapport à ces éléments-là, et avant que je finisse, est-ce que vous avez on va dire des questions par rapport à ça? Je vois Fatima, je souhaite créer une startup et tu as fait en tant que commercial la première année, car le temps que je puisse me verser un salaire, c'est très intéressant cette formation pour mes besoins. Typiquement, il y a énormément de personnes qui viennent faire Iconoclast qui au départ ont des velléités, ont des envies de de monter un business. Et puis pendant la formation, ils rencontrent un certain nombre d'entrepreneurs, d'interlocuteurs avec lesquels ils vont pouvoir échanger. Leur idée évolue sur la partie entrepreneuriat. En réalité, ils vont d'abord développer leurs compétences commerciales et puis ensuite, effectivement, au bout d'une année, ils vont se dire bah voilà, pendant cette année-là, je vais faire d'abord mon job de commercial et puis en parallèle ou un peu plus tard, je vais monter mon entreprise. Si je prends à plus d'un an, je pense que la proportion d'entrepreneurs a énormément évolué. Je l'ai pas comme ça, mais sans problème, il y a un certain nombre d'e-commerce qui, à l'issue de une ou deux expériences en tant que salarié, en tant que commercial, ont développé leur propre business. Le dernier en date, vous pouvez aller le voir, il s'appelle Edouard Rollinson. Et Edouard, c'est un ancien sportif de haut niveau qui a fait du beach volley en compétition et qui est allé notamment au JO, etc. Et qui, après 2 années, après être sorti d'Iconoclast, a relancé son projet entrepreneurial qu'il avait un peu mis en sommeil, en stand-by pendant quasiment 2 ans et qui aujourd'hui s'éclate en tant qu'entrepreneur. Donc oui, tout à fait, c'est faisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions?